Durant l'été étouffant de 1716, 14 des plus riches propriétaires de plantations de Caroline du Sud se réunirent au domaine de Greyfield pour ce qu'ils pensaient être une simple réunion d'affaires. Aucun d'entre eux n'en sortit vivant. 3 jours plus tard, les autorités découvrirent une scène qui défiait toute explication. Des restes calcinés, disposés en cercle parfait, autour d'un immense four à charbon, les mains liées par des chaînes de fer, la bouche bourrée de coton brut. La seule témoin était une esclave nommée Esperanza de Lima, retrouvée assise calmement dans la cuisine du domaine, fredonnant une berceuse portugaise tout en aiguisant méthodiquement des couteaux de cuisine. Lorsqu'on l'interrogea, elle ne prononça qu'une seule phrase dans un anglais brisé. « La justice brûle plus lentement que le charbon, mais brûle complètement. » Les archives coloniales de cet incident furent scellées par ordre du gouverneur Robert Johnson et restèrent enfouies dans les archives de Charleston pendant plus de 2 siècles. Ce soir, nous révélons la vérité terrifiante derrière ce que l'histoire nomma plus tard le massacre de Greyfield. Une histoire de vengeance si méthodique et brutale qu'elle changea à jamais la manière dont la colonie percevait ses esclaves. L'histoire d'Esperanza de Lima ne commence pas cette nuit-là, mais 15 ans plus tôt, dans le port animé de Charleston, en 1701. La colonie connaissait alors une prospérité sans précédent, bâtie sur le dos des Africains, réduits en esclavage qui travaillaient dans les rizières des basses terres côtières. Parmi les planteurs les plus prospères figurait Edmund Greyfield, un colon de 2e génération, dont la famille avait transformé 3000 acres de marécages au nord de la rivière Ashley en un empire. Greyfield était d'une cruauté singulière, même selon les normes impitoyables de son époque. Grand, aux yeux bleu pâle, qui semblait percer les gens plutôt que les regarder, il s'était bâti une réputation d'homme, brisant ses esclaves, à la fois physiquement et mentalement. Son domaine, connu sous le nom de Greyfield Estate, faisait l'objet de murmures dans toutes les cases d'esclaves de la région. On disait que ceux qui y étaient envoyés mouraient en moins d'1 an, ou en ressortaient vidés de toute âme. En septembre 1701, un navire négrier portugais, le Santa Maria, arriva dans le port de Charleston avec à son bord 180 captifs venus des côtes d'Angola. Parmi eux, une jeune femme d'environ 20 ans à qui l'on donna le nom d'Esperanza de Lima. Rien, à première vue, ne la distinguait aux yeux des colons blancs qui l'examinaient comme du bétail. De taille moyenne, elle possédait des yeux sombres et intelligents, et sur ses épaules, des cicatrices tribales complexes retraçaient dans l'histoire de sa lignée royale, une histoire que ses ravisseurs ignoraient, car Esperanza était la fille d'un puissant chef de village, formé dès l'enfance à la stratégie, à la négociation et à ce que les colons auraient qualifié de sorcellerie, mais qui relevait en réalité d'une profonde connaissance des herbes, des poisons et de la psychologie humaine. Elle avait vu les raiders portugais incendier son village, tuer son père et réduire son peuple en esclavage. Dans son esprit, chaque visage blanc représentait cette faute originelle. Edmund Greyfield l'acheta pour 42 livres sterling, une somme importante à l'époque, signe de sa jeunesse et de sa bonne santé. Il avait des plans précis pour elle. Son esclave de maison précédente, Sarah, venait de mourir dans des circonstances mystérieuses, mais chacun sur la plantation savait qu'elle avait été battue à mort pour avoir renversé du vin sur un tapis anglais. Dès son arrivée, Esperanza commença une campagne de 15 ans d'observation patiente et de planification méthodique. Elle apprit l'anglais rapidement, tout en feignant d'en comprendre très peu. Elle observait, écoutait, mémorisait chaque cruauté, chaque nom, chaque conversation, chuchotée entre les planteurs. Le domaine de Greyfield n'était pas qu'une maison. C'était le lieu de réunion officieux du Rice Council, un groupe de 14 planteurs qui contrôlait la production de riz de la colonie et donc son avenir politique. Ils se réunissaient chaque mois pour discuter des prix, des règlements sur les esclaves et des moyens d'augmenter leurs profits tout en limitant l'ingérence de Londres. Ils se voyaient comme des rois sur leur terre, redevables à aucune autorité terrestre.
Ces 14 hommes représentaient les familles les plus puissantes de la colonie. Edmund Grayfield, le chef de facto, William Penton, dont la plantation produisait plus de riz que tout autre en Amérique, James Rutherford, également juge colonial, Marcus Sutton, propriétaire du plus grand réseau de traite d'esclaves entre Charleston et Savannah, Henry Caldwell, dont les relations politiques atteignaient le gouverneur, Thomas Harrington, ancien officier de la marine britannique, Benjamin Fairfax, héritier d'une fortune coloniale, Samuel Kingsley, spécialiste du conditionnement des nouveaux esclaves africains, Robert Fielding, célèbre pour ses méthodes de torture, Charles Warwick, qui centralisait les informations entre plusieurs plantations, Jonathan Creighton, archiviste des programmes de reproduction d'esclaves, David Norris, médecin cynique qui maintenait ses esclaves en vie juste assez longtemps pour en extraire tout le travail possible, Alexander Hartwell, dont la plantation servait de prison pour fugitifs, et enfin George Baxter, le plus jeune, 35 ans, dont la brutalité lui avait valu une ascension rapide dans le cercle. Ces hommes n'étaient en fait pas simplement cruels, ils étaient méthodiquement diaboliques. Ils échangèrent des techniques pour briser les esprits sourds rebelles, calculaient les rations minimales pour maximiser la productivité, et se vantaient de leurs punitions les plus ingénieuses. Pendant 15 ans, Esperanza servit à ces réunions, silencieuse, remplissant les verres et débarrassant les assiettes pendant qu'il parlait des êtres humains comme de bétail. Elle les entendait rire en évoquant les familles qu'ils avaient limbes séparées, débattre des mérites du fouet ou du fer rouge, planifier leurs extensions. Mais ce qui déclencha véritablement son plan n'était pas seulement la cruauté du système, c'était quelque chose de profondément personnel. Au printemps 1715, tout changea pour Esperanza de Lima. Après 14 ans de servitude silencieuse, elle avait accompli l'impossible. Elle avait gardé son humanité. Et plus encore, elle avait trouvé l'amour. Il s'appelait Wham, bien que les registres le désignent simplement comme Boy Tom. Né en 1693 sur la plantation Rutherford, il avait 22 ans quand il attira l'attention d'Esperanza. Fort, intelligent et curieux, il avait appris à lire en secret grâce à un contremaître compatissant aujourd'hui décédé, et enseignait clandestinement aux autres esclaves les rudiments de la lecture et du calcul pendant les rares heures de repos. Esperanza et Wame commencèrent à se rencontrer en secret, échangeant d'abord des informations sur les mouvements de leur maître. Leur relation se développa lentement, prudemment. Ils savaient que la découverte signifierait la mort. Ils communiquaient à travers des chants et des gestes codés, incompréhensibles pour les Blancs, mais porteurs de messages précis sur les routes d'évasion, les contacts alliés et les occasions de résistance. À la fin de 1715, ils avaient mis en place ce qui était sans doute le réseau d'information le plus sophistiqué de toute la Caroline du Sud coloniale. Esperanza utilisait sa position au sein du Reece Council pour recueillir des données sur les patrouilles, les changements législatifs et les failles de des plantations. Pendant que Cam effectuait ses tâches, il était fréquemment prêté à d'autres plantations pour des travaux lourds, ce qui lui permettait d'établir des contacts dans toute la région. Ensemble, ils préparaient quelque chose d'inédit, non pas une simple tentative de fuite qui ne concernerait qu'eux, mais une insurrection coordonnée capable de libérer potentiellement des centaines d'esclaves sur plusieurs plantations. Ils avaient identifié des Blancs sympathisants, cartographié des refuges sûrs et établi des liens avec des communautés noires libres en Floride espagnole, qui pouvaient offrir asile aux esclaves fugitifs. Mais leur plan minutieux fut anéanti par une émotion humaine simple. Le 15 mars 1716, Edmund Grayfield annonça lors de la réunion mensuelle du Conseil du Riz qu'il avait décidé d'élargir son programme d'élevage. Il avait sélectionné plusieurs spécimens parmi ses esclaves femmes qui seraient accouplés à des mâles d'autres plantations pour produire ce qu'il appelait une main-d'œuvre supérieure. Le programme devait commencer immédiatement. Les femmes choisies seraient donc déplacées dans un bâtiment isolé et surveillées en permanence pour garantir des grossesses réussies.
Le nom d'Esperanza figurait tout en haut de la liste. Lorsqu'elle entendit cette conversation, en servant du vin aux membres du conseil, son visage resta impassible, mais quelque chose changea profondément en elle. Pendant 15 ans, elle avait survécu à l'enfer de l'esclavage grâce à une seule chose: l'espoir. L'espoir de la liberté, de la vengeance, d'un avenir où elle pourrait vivre comme un être humain et non comme une propriété. À présent, Greyfield projetait de la réduire à un simple animal reproducteur. Cette nuit-là, elle rejoignit Kamé, à leur lieu habituel, un cyprès tombé au milieu des rizières, où le bruit des insectes et des oiseaux nocturnes couvrait leur voix. Elle lui raconta le projet de Greyfield, et ils comprirent tous deux ce que cela signifiait. Une fois transférés dans le camp de reproduction, toute communication entre eux deviendrait impossible, leur réseau de résistance s'effondrerait, et leur soulèvement mourrait avant même d'avoir commencé. Cam, désespéré, la supplia de fuir cette nuit même. Il avait contacté un marchand espagnol capable de les faire passer à Saint-Augustin en 1 semaine. Là-bas, ils pourraient être libres, commencer une nouvelle vie, peut-être même aider d'autres esclaves depuis un refuge sûr. Mais Esperanza refusa. « Fuir nous sauve », lui dit-elle en portugais, la langue qu'ils n'utilisaient que pour leurs conversations les plus intimes. Mais cela ne change rien pour notre peuple. Ces hommes continueront leur mal. D'autres navires arriveront. D'autres familles seront détruites. D'autres enfants grandiront comme des biens. Pendant 15 ans, elle avait observé ces 14 hommes prendre des décisions affectant des milliers de vies avec une cruauté désinvolte. Elle les avait entendus rire des séparations de familles, discuter de tortures comme de recettes de cuisine, et planifier des expansions qui n'apporteraient volé que plus de souffrance. « J'ai appris leurs habitudes, » continua-t-elle. « Je connais leurs secrets. Je sais quand ils sont le plus vulnérables. Nous avons une seule chance d'envoyer un message qui ne sera jamais oublié. Une seule chance de leur faire peur, comme ils nous font peur. » Kamé comprit ce qu'elle proposait, et il eut peur. Pas de la mort, car la mort était un risque quotidien pour un esclave, mais de la torture qui précéderait leur exécution, s'ils étaient lascaux capturés. Il avait vu ce qu'on faisait à ceux qui osaient se rebeller. Ces supplices servaient d'exemple pour briser tous les autres. Mais il savait aussi qu'elle avait raison. Leur fuite sauverait 2 vies, sans rien changer au système. Son alternative était incroyablement dangereuse, mais elle offrait la possibilité d'un acte bien plus grand, un coup porté contre l'esclavage lui-même. Pendant les 2 semaines suivantes, ils peaufinèrent un plan qui mêlait espionnage, guerre psychologique et tactique militaire. Esperanza utiliserait sa position au Conseil du Riz pour créer une occasion de vengeance dévastatrice. Kamé s'occuperait de la logistique, rassembler le matériel, établir des alibis pour les esclaves, complices, et prévoir des plans de secours pour chaque scénario. Ce qu'ils mirent au point allait devenir l'un des actes de résistance les plus élaborés de l'histoire coloniale américaine. Et tout reposait sur une simple observation d'Esperanza. Les membres du Conseil étaient si convaincus de leur pouvoir absolu qu'ils en étaient devenus négligents sur leur sécurité personnelle. La réunion prévue pour le 23 juin 1716 serait leur dernière. Le 23 juin 1716 se leva avec une chaleur accablante, typique des étés de Caroline du Sud, insupportable pour tous, sauf pour ceux qui connaissaient déjà le climat de l'Afrique équatoriale. Esperanza se leva avant le lever du soleil, comme chaque jour depuis 15 mai. Mais aujourd'hui était différent. C'était l'aboutissement de 15 années d'observation, de patience et de rage contenue. La réunion devait commencer à 2h de l'après-midi, laissant aux 14 planteurs le temps de se rendre à Greyfield et de régler leurs affaires préliminaires. Ces rencontres duraient en général de 4 à 6 heures, selon l'ordre du jour et la quantité de rhum importé qu'Edmund Greyfield mettait à disposition. Esperanza avait passé des semaines à étudier les habitudes des réunions précédentes, les places de chacun, les pauses, la chronologie des discussions. Elle savait que Marcus Sutton arrivait toujours en avance pour traiter des affaires privées avec Greyfield, que Benjamin Fairfax avait la vessie faible
et s'excusait toutes les 90 minutes, et que les débats sur le prix du riz précédaient toujours le dîner, tandis que les conversations sur la gestion des esclaves suivaient après que le rhum avait délié les langues. Mais surtout, elle connaissait le four à charbon. Construit en 1695, il trônait dans la grande cuisine de Greyfield, conçue pour nourrir à la fois la maison principale, les contremaîtres et les esclaves domestiques. Haut de près de 2 mètres et large d'1,20 m, ce four monumental, importé d'Angleterre à grands frais, pouvait atteindre des températures supérieures à 1000 degrés, assez pour faire fondre le cuivre et l'argent. Esperanza avait secrètement étudié son fonctionnement pendant des mois. Elle avait appris à contrôler sa température, à maintenir la chaleur maximale et à manipuler les courants d'air pour créer des conditions spécifiques. Elle avait aussi discrètement accumulé du charbon dans une pièce voisine, prétextant que M. Greyfield voulait augmenter les réserves pour un futur agrandissement des cuisines. 3 jours avant la réunion, elle reçut une nouvelle qui scella définitivement sa décision. Cam avait été vendu. James Rutherford, un autre planteur, avait convaincu Greyfield de lui céder Boy Tom pour 60 livres sterling. La transaction serait conclue juste après la réunion du conseil et Camé serait transféré dès le lendemain matin. Quand Esperanza l'apprit, elle comprit que la fenêtre d'action se refermait à jamais. Dans 3 jours, elle perdrait l'homme qu'elle aimait, serait réduite à un outil de reproduction et verrait le conseil poursuivre sa domination cruelle. La patience n'avait plus de place. Cette nuit-là, elle retrouva Camé une dernière fois, sous le vieux cyprès. Ils parlèrent à voix basse, partageant 15 années de souvenirs en quelques heures précieuses. Il la supplia encore une fois de fuir avec lui. Il était encore temps. Mais Esperanza resta ferme. « Ces hommes se croient des dieux, dit-elle. Ils pensent pouvoir tout nous faire sans conséquence. Demain, je leur montrerai qu'ils ont tort. Je leur montrerai que nous sommes des êtres humains et que les êtres humains se défendent quand on les pousse au-delà de leurs limites. » Camé comprit alors qu'il était inutile d'essayer de la dissuader. Il connaissait Esperanza depuis moins de 2 ans, mais il avait appris à reconnaître l'acier dans sa voix lorsque sa décision était irrévocable. Au lieu d'essayer de la convaincre, il passa le reste de leur temps ensemble à l'aider à peaufiner les derniers détails de son plan. Le lendemain matin, 22 juin, Esperanza commença ses préparatifs finaux. Elle effectua d'abord un inventaire minutieux de la cuisine et des pièces adjacentes, identifiant chaque outil, ingrédient et matériel pouvant s'avérer utile. Elle prêta une attention particulière aux fers et chaînes de fer rangés dans le garde-manger, des dispositifs habituellement utilisés pour retenir les esclaves pendant les punitions, mais toujours gardés à portée de main dans toute la plantation. Elle observa aussi avec soin la disposition de la cuisine et les déplacements des autres esclaves domestiques au cours de la journée. Le succès de son plan dépendait en partie du fait que les esclaves innocents ne soient pas présents au moment critique, et en partie de la capacité à maintenir une apparence de normalité jusqu'à l'instant décisif. Surtout, elle commença à préparer le grand four à charbon. Dès l'aube, elle y ajouta du charbon à intervalles réguliers, augmentant progressivement la température interne tout en donnant l'impression d'une préparation culinaire ordinaire. Vers la fin de la matinée, le four atteignait sa température maximale, prêt à maintenir une chaleur extrême pendant plusieurs heures. Les autres esclaves domestiques ne remarquèrent rien d'inhabituel dans le comportement d'Esperanza. Elle avait toujours été calme et méthodique dans son travail, et ses préparatifs pour la réunion mensuelle du Rice Council semblaient identiques à ceux des précédentes. Elle nettoya la salle à manger, disposa le mobilier, prépara les plats de service et installa les verres en cristal importé que Greyfield aimait exhiber devant ses invités. Mais, cachée derrière la routine, une mise en scène bien plus sombre prenait forme. À midi, le 23 juin 1716, les premiers membres du conseil commencèrent à arriver au domaine de Greyfield. Comme toujours, Marcus Sutton fut le premier. Il remonta l'allée bordée de chênes menant à la maison principale avec l'assurance d'un homme possédant plus de 800 êtres humains
et ne se sentant redevable à aucune autorité terrestre. Esperanza l'observa depuis la fenêtre de la cuisine, alors qu'il descendait de cheval et confiait les rênes à un esclave d'écurie. Âgé de 53 ans, Sutton était l'un des doyens du conseil. Son corps portait les marques d'une vie d'excès, une silhouette massive, des cheveux grisonnants clairsemés et un visage rougi par l'alcool. Mais ses yeux restaient vifs, calculateurs, ceux d'un homme ayant bâti sa fortune sur la marchandisation d'êtres humains. Sa plantation s'était spécialisée dans ce qu'on appelait euphémiquement le dressage, le processus brutal destiné à briser les nouveaux esclaves africains et à leur faire accepter leurs conditions comme définitives. Ceux qui résistaient trop étaient souvent vendus à Sutton, dont les méthodes pour annihiler la volonté étaient vite devenues tristement célèbres. Ces techniques étaient aussi efficaces que d'autres propriétaires lui envoyaient leurs esclaves récalcitrants, payant des sommes importantes pour ses services. Edmund Greyfield accueillit Sutton à la porte, avec la politesse excessive que ces hommes réservaient à leurs pairs, tout en traitant leurs esclaves comme du bétail. Les deux se retirèrent dans le bureau privé de Greyfield pour discuter d'affaires trop sensibles pour le groupe, de nouvelles méthodes de contrôle des esclaves et des stratégies pour influencer le gouvernement colonial afin d'assouplir les restrictions sur les importations d'esclaves. Au cours de l'heure suivante, les 12 autres membres du conseil arrivèrent par petits groupes, leurs carrosses et chevaux encombrant l'allée circulaire devant la maison principale. Esperanza reconnut chacun d'eux. Elle avait servi à assez de réunions pour connaître leur visage, leur voix et leur spécialité dans la gestion de la propriété humaine. William Petton arriva entouré d'une escorte armée, mesure qu'il avait adoptée après une récente tentative de révolte sur sa plantation. James Rutherford vint seul, mais ses pistolets montés d'argent rappelaient son double rôle de propriétaire et de magistrat colonial. Henry Caldwell se présenta dans un carrosse richement décoré portant les armoiries de sa famille, preuve ostentatoire de ses ambitions politiques. Chaque arrivée fut accueillie avec les mêmes salutations cérémonieuses, les mêmes échanges sur la météo, les récoltes et le problème indien, persistant aux frontières. Ces hommes se voyaient comme les pères fondateurs d'une grande civilisation, des pionniers transformant un désert sauvage en terres agricoles prospères pour nourrir les villes coloniales. Ce qu'ils refusaient donc de reconnaître, c'est que leur monde reposait sur la brutalité systématique, leur richesse sur le travail forcé de milliers d'êtres humains, traités pire que des animaux, et leur pouvoir politique sur la perpétuation de cette exploitation. À 14 heures précises, Edmund Greyfield ouvrit la séance mensuelle dans sa salle à manger formelle. Les 14 hommes prirent de place autour d'une immense table en chêne, importée d'Angleterre, dont le coût aurait pu faire vivre une famille coloniale pendant des années. La surface polie reflétait la lumière de dizaines de chandelles fixées dans des candélabres en argent, projetant une atmosphère de richesse et de supériorité. Esperanza servit le repas avec son efficacité habituelle, se mouvant en silence tandis que ces hommes discutaient du commerce de l'esclavage avec une brutalité détachée, comme s'ils parlaient de récolte. Elle avait entendu ces conversations des centaines de fois, mais aujourd'hui, elle écoutait chaque mot, chaque intonation, chaque remarque sur la souffrance humaine. La réunion débuta par la discussion habituelle sur les prix du riz à Charleston et sur les stratégies pour maximiser les profits de la prochaine récolte. William Petton expliqua que sa plantation avait atteint des records de production grâce à une gestion fondée sur les incitations, offrir de maigres récompenses alimentaires aux esclaves dépassant les quotas et punir sévèrement les autres. La clé, dit-il en découpant son bœuf importé, c'est de leur faire comprendre que leur confort dépend entièrement de leur productivité, leur donner juste assez d'espoir pour qu'ils continuent, mais jamais assez de sécurité pour qu'ils se sentent tranquilles. James Rutherford approuva d'un hochement de tête. « J'obtiens d'excellents résultats en séparant les familles.
Rien ne fait travailler un homme plus dur que de savoir que sa femme et ses enfants sont détenus ailleurs et que leur réunion dépend de ses performances. La conversation continua ainsi pendant près d'1 heure. Chacun partageait ses points techniques pour extraire le maximum de travail au moindre coût. Ils parlaient des programmes d'élevage avec le même ton clinique que des éleveurs de bétail. Ils comparaient dans leurs méthodes de punition avec l'enthousiasme de maîtres artisans, échangeant des secrets professionnels. Esperanza remplissait les verres, desservait les plats, le visage impassible, mais dans son esprit, elle prenait ses dernières notes mentales sur la position et les habitudes de chaque homme, et sur leur capacité à réagir quand l'instant viendrait. Lorsque l'ordre du jour officiel prit fin, la conversation devint plus détendue et plus monstrueuse. Marcus Sutton décrivit un nouvel instrument de torture, importé des Caraïbes, une cage métallique à peine assez grande pour un corps humain, suspendue en plein soleil, où les esclaves rebelles mouraient lentement, cuits vivants. Samuel Kingsley se vanta de son dernier projet d'élevage, consistant à forcer certaines unions afin d'obtenir des générations d'esclaves plus forts. Mais c'est George Baxter, le plus jeune membre du conseil, qui fournit le dernier déclencheur de ce qui allait suivre. « Messieurs, annonça-t-il tandis qu'Esperanza versait le brandy d'après-dîner, j'ai une nouvelle excitante à propos d'une opportunité commerciale. Les Espagnols paient des prix exorbitants pour des esclaves expérimentés dans leur territoire d'Amérique du Sud. Je propose que nous unissions nos ressources pour acheter un grand navire et commencer l'exportation systématique de notre cheptel le plus âgé et le moins productif. » La salle s'emplit d'une discussion enthousiaste alors que les 14 hommes commençaient à calculer les profits potentiels issus de la vente de leurs biens humains aux colonies espagnoles où les conditions de travail étaient encore plus brutales qu'en Caroline du Sud. Ils débattirent de la logistique, évoquèrent les connexions politiques susceptibles de faciliter les autorisations nécessaires et estimèrent combien d'esclaves ils pouvaient exporter tout en conservant une main-d'œuvre suffisante pour leur plantation. En écoutant ces hommes planifier la destruction d'encore plus de vies, Esperanza sentit quelque chose se briser en elle. Depuis 15 ans, elle avait conservé sa santé mentale en se répétant que leur cruauté avait des limites, que même ces hommes monstrueux finiraient par reconnaître certaines bornes à la décence humaine. Mais il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de bornes. Leur capacité à infliger la souffrance n'était restreinte que par les considérations économiques et leur propre imagination. Il était temps de leur montrer ce que cela faisait d'être impuissant. À exactement 21h47, selon l'horloge allemande, importée qui trônait dans la salle à manger des Greyfield, Esperanza de Lima passa à l'action. Les 14 membres du conseil du RIS avaient terminé leurs affaires officielles et s'étaient installés dans la conversation détendue qui clôturait habituellement leur réunion mensuelle. La pièce était chaude, emplie de la lumière vacillante des chandelles et du parfum du tabac et du brandy importé. La plupart des hommes avaient desserré leurs vêtements formels et adoptaient la posture détendue de ceux qui se croyaient absolument à l'abri. Ils discutaient de la proposition de Samuel Kingsley d'établir un registre d'élevage officiel qui suivrait les lignées à travers toutes leurs plantations, créant ce qu'ils imaginaient être une classe supérieure d'esclaves, spécialement élevés pour l'intelligence, la force et la docilité. La conversation avait pris un ton technique, presque académique, tandis qu'ils débattaient de principes de génétique avec le même détachement qu'ils auraient eu pour la rotation des cultures ou l'amélioration des sols. Aucun ne remarqua quand Esperanza s'excusa pour aller chercher davantage de brandy dans la cuisine. Aucun ne vit ses mouvements calculés alors qu'elle verrouillait toutes les sorties de la maison principale, sauf la porte de la cuisine. Aucun ne se rendit compte qu'elle avait progressivement augmenté la température du four à charbon tout au long de la soirée, atteignant un niveau de chaleur dangereux, même pour la cuisson. Son plan était d'une élégance terrifiante dans sa simplicité. Au cours des jours précédents, elle avait profité de son accès aux zones de stockage du domaine pour placer des chaînes et des fers à des endroits stratégiques de la maison. Ces dispositifs
habituellement utilisé pour punir les esclaves récalcitrants, était mondée maintenant disposée de manière à pouvoir immobiliser rapidement quiconque elle croiserait. Elle avait aussi préparé un mélange spécial, hérité des connaissances de sa grand-mère, une combinaison d'herbes locales capable de rendre une personne inconsciente en quelques minutes si elle était absorbée par la nourriture ou la boisson. Ce mélange avait été soigneusement ajouté à la carafe de brandy servie tout au long de la soirée. Alors que les membres du conseil poursuivaient de leur discussion sur leur programme d'élevage humain, les premiers effets de la préparation d'Esperanza commencèrent à se manifester. George Baxter, qui avait bu plus que les autres, se sentit pris de vertige et de désorientation. Il attribua cela à la chaleur et à l'alcool, mais en quelques minutes, il s'affaissa sur sa chaise, peinant à rester conscient. L'un après l'autre, les autres membres commencèrent à ressentir les mêmes symptômes. William Petton se plaignit de nausées soudaines. James Rutherford ne parvenait plus à fixer son regard. Les mains de Marcus Sutton se mirent à trembler sans contrôle. Edmund Greyfield fut le premier à comprendre que quelque chose n'allait pas. « Messieurs, je crois que nous avons été... Quelqu'un a... » Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, ses jambes cédèrent et il s'effondra sur le tapis persan importé qui lui avait coûté plus que ce qu'un colon moyen gagnait en un an. En 20 minutes, les 14 membres du conseil du RIS étaient inconscients. Esperanza travailla avec une efficacité méthodique, utilisant cordes et chaînes de fer pour attacher les mains et les pieds de chaque homme. Les entraves qu'elle appliquait étaient les mêmes qui avaient servi à lier des milliers d'esclaves au fil des années. Elle prit soin de serrer suffisamment pour provoquer une douleur considérable, sans toutefois couper la circulation. Elle n'avait aucune intention de leur offrir la délivrance d'une mort rapide. Tout en travaillant, elle parla à chaque homme inconscient en portugais, en espagnol ou en anglais approximatif. Parfois, elle expliquait ce qu'elle faisait. Parfois, elle évoquait des scènes de cruauté qu'elle avait vues. Parfois, elle laissait simplement éclater la rage accumulée depuis 15 ans. « Tu vends mon homme comme s'il était une vache », murmura-t-elle à James Rutherford en lui attachant les chevilles. « Tu achètes et tu vends des gens comme s'ils n'étaient rien. Ce soir, tu vas apprendre ce que c'est, être rien. » À Marcus Sutton, elle dit « Tu brises les esprits. Tu apprends aux gens à cesser d'être humains. Ce soir, je t'apprends ce qu'un esprit brisé ressent. » À Edmund Greyfield, sa voix vibrait de 15 années de haine contenue. « Tu me possèdes. Tu penses pouvoir faire de moi ce que tu veux. Tu me crois un animal. Ce soir, tu verras ce que les animaux font quand ils n'ont plus le choix. » Quand les 14 hommes furent solidement attachés, Esperanza commença la partie la plus épuisante de son plan. Un à un, elle traîna les corps inconscients de la salle à manger jusqu'à la cuisine. Cela lui prit près de 3 heures. Chaque homme pesait bien plus qu'elle, et elle devait se déplacer avec précaution pour ne pas alerter les esclaves ou surveillants encore éveillés. À 2 heures du matin, les 14 membres du conseil du riz étaient disposés en cercle autour du grand four à charbon, les pieds tournés vers le centre, les mains liées dans le dos, la bouche bourrée de coton brut pour les empêcher d'appeler à l'aide lorsqu'ils reprendraient bien connaissance. Le four, porté à sa température maximale, diffusait une chaleur infernale, rendant la pièce presque irrespirable. Esperanza avait calculé que la combinaison de chaleur extrême, de déshydratation et d'immobilité provoquerait une torture prolongée, donnant à ces hommes le temps de contempler leur sort en mourant lentement. Mais elle avait aussi prévu une justice plus immédiate. Lorsque la première lueur grise de l'aube filtra par les fenêtres, les membres du conseil commencèrent à se réveiller. Le mélange d'herbes qu'elle avait utilisé provoquait une inconscience de plusieurs heures, sans séquelles permanentes, garantissant qu'ils seraient maintenant pleinement conscients de leur situation lorsque la torture commencerait. Edmund Greyfield fut le premier à ouvrir les yeux, et sa confusion se transforma vite en terreur. Il était allongé sur le sol de pierre de sa propre cuisine, les mains et les pieds enchaînés, incapable de parler à cause du coton dans sa bouche,
entourée des autres membres du conseil dans le même état. Le four à charbon, au centre du cercle, dégageait une chaleur d'enfer. À mesure que les autres reprenaient en conscience, la cuisine se remplit de cris étouffés et de luttes désespérées contre les chaînes. Pour la première fois de leur vie, ils expérimentaient l'impuissance absolue qu'ils avaient infligée à tant d'autres. Esperanza s'assit calmement dans un coin, aiguisant méthodiquement les couteaux de cuisine. Elle s'était placée de façon à ce que chacun puisse la voir clairement, et soutenait leur regard, tandis qu'ils prenaient pleinement conscience de leur désespoir. « Bonjour, messieurs, » dit-elle en anglais clair, bien meilleur que celui qu'il lui avait jamais entendu parler. « J'espère que vous avez bien dormi. Nous avons beaucoup à discuter, et je veux être sûr que vous m'écoutez attentivement. » Elle se leva, marcha lentement autour du cercle, observant chacun d'eux avec la même froideur clinique qu'ils avaient eux-mêmes affichée en inspectant les esclaves au marché de Charleston. « Pendant 15 ans, je vous ai servi pendant vos réunions. J'ai écouté vos conversations. Je vous ai entendu parler de mon peuple comme s'il s'agissait de bétail à acheter, à vendre, à faire se reproduire et à abattre selon votre convenance. » Elle s'arrêta près de Marcus Sutton, qui se débattait frénétiquement contre ces liens. « Vous, monsieur Sutton, êtes un spécialiste de la destruction des âmes. Vous prenez des êtres humains qui se souviennent encore de leur dignité, et vous leur apprenez à l'oublier. Vous avez perfectionné des méthodes pour anéantir l'espoir, pour transformer des hommes et des femmes fiers en coquilles, vides, existant uniquement pour satisfaire vos plaisirs. » Elle se tourna vers James Rutherford. « Vous, monsieur Rutherford, utilisez la séparation des familles comme outil de contrôle. Vous détruisez délibérément les liens entre parents et enfants, entre époux, parce que vous avez compris qu'un être sans famille est plus facile à dominer. » Elle continua son tour du cercle, appelant chaque homme par son nom, rappelant des actes précis de cruauté qu'elle avait vus ou entendus lors de leurs réunions mensuelles. À chaque accusation, leurs mouvements devenaient plus désespérés, leurs gémissements étouffés plus frénétiques. Enfin, elle revint vers Edmund Greyfield. « Et vous, monsieur Greyfield, êtes le pire de tous, parce que vous auriez pu choisir un autre chemin. Vous avez l'éducation, la richesse, le pouvoir. Vous auriez pu nous traiter comme des êtres humains. Au lieu de cela, vous avez choisi d'être un monstre, parce qu'être un monstre était plus rentable. » Elle revint au centre du cercle, se plaçant face au grand four à charbon. « Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que signifie être impuissant. Vous allez apprendre ce que c'est que d'être à la merci de quelqu'un qui vous considère comme moins qu'un homme. Et vous allez mourir lentement, douloureusement, avec tout le temps nécessaire pour réfléchir à la souffrance que vous avez causée. » À ces mots, Esperanza entama la phase finale de son plan. Ce qui se passa durant les 6 heures suivantes allait devenir une légende et un cauchemar dans toute la Caroline du Sud coloniale. Bien que les détails précis demeurent enfouis dans des archives scellées pendant plus de 2 siècles, Esperanza de Lima transforma la cuisine du domaine Greyfield en un théâtre de rétribution, où 14 des hommes les plus puissants de la colonie expérimentèrent, pour la première et la dernière fois, ce que signifiait être complètement sans défense entre les mains de quelqu'un qui les voyait comme des sous-hommes. Elle commença par la torture psychologique, tournant lentement autour du cercle et obligeant chaque homme à écouter, en détail, les atrocités qu'elle avait vues durant ces 15 années de servitude. Des enfants arrachés des bras de leur mère, des époux séparés, des hommes fiers réduits à l'état d'esclaves brisés. Elle parlait d'un ton calme et mesuré, celui qu'ils employaient lorsqu'ils parlèrent de la gestion de leurs biens humains. « Monsieur Pétan, » dit-elle en s'agenouillant près du propriétaire terrifié, « vous souvenez-vous de la femme nommée Asher? Elle était enceinte quand vous l'avez achetée en 1714. Vous l'avez forcée à travailler dans les rizières jusqu'au jour de son accouchement. Puis vous avez vendu son bébé à un marchand venu de Géorgie avant même qu'elle ne se soit remise. Elle a pleuré 3 jours d'affilée. Vous avez ordonné qu'on la fouette pour avoir troublé votre sommeil. » Les yeux de Peyton s'écarquillèrent d'horreur en reconnaissant les faits.
Comme la plupart des propriétaires, il avait commis tant d'actes de cruauté qu'ils s'étaient fondus les uns dans les autres dans sa mémoire. Mais Esperanza, elle, n'avait rien oublié, ni les noms, ni les dates, ni les supplices. Elle s'adressa ensuite à Charles Warwick. « Vous aimez assister au châtiment, monsieur Warwick. Vous allez aux flagellations comme d'autres vont aux courses. L'an dernier, vous avez payé monsieur Greyfield 5 livres pour administrer vous-même 50 coups de fouet à un homme qui avait tenté de fuir. Vous avez pris votre temps, espaçant les coups pour qu'il reste conscient tout du long. Vous souriez. La chaleur du four devenait insoutenable. La sueur ruisselait sur les visages des prisonniers, se mêlant à leurs larmes de terreur et tachant leurs vêtements coûteux. Plusieurs montraient déjà des signes d'épuisement dus à la chaleur. Respiration rapide, peau écarlate, regard vide. Mais Esperanza n'en avait pas fini avec la torture morale. Elle alla chercher dans le bureau d'Edmond Greyfield un registre relié en cuir, le même dans lequel il consignait les achats, ventes et reproductions de ses esclaves. Elle l'ouvrit à une page au hasard et lut d'une voix plate « 12 avril 1715. Vendu garçon nommé César, 14 ans, à la plantation Rutherford pour reproduction. 45 livres, sterling. Remarque, la mère et ses devenus ingérables après la séparation. Recommandation, vente ou élimination immédiate. » Elle tourna la page. 3 juin 1715. Femme nommée Rebecca, morte en couche. L'enfant a survécu. Perte estimée, 20 livres sterling. Remarque, améliorer l'alimentation des femelles, reproductrices pour réduire la mortalité. Page après page, elle lut la comptabilité glaciale de la souffrance humaine. Famille détruite, enfants vendus, vie réduite à des chiffres. Chacune de ces lignes représentait une existence, une famille, des rêves anéantis. Pendant 2 heures, la torture psychologique se poursuivit jusqu'à ce que la température dépasse les 50 degrés. Alors, elle passa à l'étape suivante. Elle sortit plusieurs bardes de fer du stockage, des outils de cuisine ordinaires, et les plaça dans le four. Le métal devint rouge cerise. « Messieurs, annonça-t-elle, vous avez passé des années à perfectionner l'art d'infliger la douleur sans tuer. Aujourd'hui, vos leçons vont vous revenir. » Elle retira la première tige, rougeoyante comme un morceau de soleil capturé, et la brandit devant le visage d'Edmund Greyfield. « Ceci est pour chaque esclave que vous avez marqué au fer, » dit-elle calmement, « pour chaque être humain que vous avez réduit à votre propriété. » Ce qui suivit fut trop atroce pour être décrit. Les cris qui résonnèrent dans la cuisine du domaine Greyfield furent entendus jusque dans les champs, à plus de 400 mètres de là. Des hurlements d'hommes découvrant pour la première fois l'impuissance totale, la terreur, la souffrance de leurs propres victimes. Esperanza travailla méthodiquement, appliquant le fer chauffé sur des zones non vitales, provoquant une douleur maximale tout en maintenant ses victimes conscientes. Entre chaque passage, elle poursuivait sa vengeance verbale, évoquant leurs enfants. « Ton fils William, dit-elle à Marcus Sutton, n'a que 16 ans. Peut-être a-t-il encore le temps de devenir meilleur que toi. Peut-être que, lorsqu'il apprendra ce qui t'est arrivé, il comprendra que traiter les hommes comme des biens est trop dangereux. » L'impact psychologique était aussi dévastateur que la douleur physique. Ces hommes, qui s'étaient toujours crus supérieurs, maîtres par nature, découvraient ce que signifiait être des objets entre les mains d'un autre. Lorsque la température dans la cuisine dépassa les 55 degrés, plusieurs montrèrent des signes de coups de chaleur sévères. Leur peau devint rouge et sèche. Leur respiration devint rapide et superficielle, et leurs tentatives pour se libérer de leurs liens se firent plus faibles, plus désespérées. Mais Esperanza avait prévu cette éventualité. Elle n'avait aucune intention de les laisser s'échapper par l'inconscience ou le délire provoqué par la chaleur. Utilisant les techniques apprises de sa grand-mère, elle appliqua des linges humides sur leur front et força de petites gorgées d'eau dans leur bouche, les maintenant conscients et lucides, tandis que leur corps cuisait lentement dans l'air surchauffé. « Vous devez rester éveillés, leur dit-elle. Vous devez rester alerte.
La mort est une miséricorde, et vous n'avez pas encore mérité la miséricorde. La torture continua pendant les heures les plus chaudes de l'après-midi, Esperanza maintenant la fournaise à température maximale tout en appliquant méthodiquement les barres de fer chauffées sur le corps de chaque homme. Elle visait les mains, les pieds et le visage, des zones qui provoqueraient une douleur atroce tout en laissant des marques permanentes comme rappel éternel de leur souffrance. Mais peut-être que le plus dévastateur dans toute cette épreuve n'était pas la souffrance physique, mais la complète inversion du rapport de force qu'elle représentait. Pour la première fois de leur vie, ces 14 hommes vivaient ce que leurs esclaves enduraient. Chaque jour, la connaissance qu'un autre être humain détenait un contrôle total sur leur corps, leur confort, leur survie même. Ils apprenaient ce que signifiait être une propriété. À mesure que la soirée approchait et que les ombres s'allongeaient sur le sol de la cuisine, Esperanza prépara l'acte final de sa vengeance méticuleusement orchestrée. La fournaise à charbon brûlait à température maximale depuis près de 18 heures, créant une chaleur littéralement insoutenable. Elle commença à traîner les hommes à demi inconscients plus près du foyer, les positionnant de sorte que la chaleur intense fasse lentement cuire leur corps tout en les maintenant en vie, assez longtemps pour qu'ils comprennent pleinement leur sort. C'était une méthode qu'elle avait entendu Marcus Sutton décrire lors d'une réunion du Conseil du Riz, une punition qu'il infligeait aux esclaves qui tentèrent de s'échapper. « C'est ainsi que tu as tué Thomas », dit-elle à Sutton en plaçant son corps à moins d'1 mètre du brasier incandescent. « Tu te souviens de Thomas, le jeune homme qui a essayé de fuir l'été dernier? Tu l'as enfermé dans une cage de métal en plein soleil et tu l'as laissé cuire lentement pendant 3 jours. Il suppliait pour de l'eau, il suppliait pour de l'ombre, il suppliait pour la mort. Tu as ignoré ses prières parce que tu voulais que les autres esclaves voient Lévi sa souffrance. » Un à un, elle plaça les 14 hommes de façon à ce que la chaleur rayonnante de la fournaise les tue lentement, tout en les maintenant conscients, assez longtemps pour qu'ils puissent contempler leurs crimes. L'impact psychologique était aussi important pour elle que la destruction physique. Elle voulait qu'ils comprennent, avec une clarté absolue, qu'ils mouraient à cause de leur propre choix, de leurs propres actions, des vies qu'ils avaient brisées. Alors que le soleil se couchait ce 24 juin 1716, la cuisine du domaine Greyfield contenait 14 hommes mourants, expérimentant pour la première et dernière fois ce que signifiait être totalement impuissant entre les mains de quelqu'un qui les considérait comme moins qu'humains. Les cris s'étaient le tu plusieurs heures auparavant, remplacés par les râles affaiblis d'hommes dont les cordes vocales avaient été détruites par des heures de hurlements. L'air était saturé de l'odeur de chair brûlée et du souffle laborieux de 14 des citoyens les plus puissants de la Caroline du Sud coloniale, rôtissant lentement à côté de la même fournaise qui servait à préparer les repas cuisinés par les esclaves qu'ils possédaient. Esperanza était assise dans un coin, aiguisant méthodiquement des couteaux de cuisine, tout en fredonnant la berceuse portugaise que sa mère lui chantait autrefois, dans le village détruit, 20 ans plus tôt par les raiders portugais. Elle ne regardait plus les hommes agonisants, mais son oreille restait attentive à leur respiration, s'assurant qu'aucun d'eux ne s'évanouisse avant d'avoir subi toute la mesure de la justice qu'elle avait planifiée. Vers minuit, le dernier membre du Conseil du Riz succomba enfin à la chaleur, à la déshydratation et aux brûlures qui le tuaient lentement depuis des heures. Edmund Greyfield fut le dernier à mourir. Sa constitution, fortifiée par des années de vie aisée et de soins médicaux inaccessibles à ses esclaves, lui permit de survivre un peu plus longtemps. Ses dernières paroles, prononcées dans un souffle à peine audible, furent une tentative pathétique de marchandage. « Pitié, je peux te donner de l'argent, la liberté, tout ce que tu veux. » Esperanza le regarda avec la même expression d'indifférence que lui-même adoptait lorsqu'il inspectait des esclaves au marché de Charleston. « Je veux que tu meures en sachant que tu avais tort, » répondit-elle calmement. « Tu n'es pas supérieur, tu n'es pas choisi par Dieu, tu n'es pas un maître né, tu n'es qu'un homme qui a choisi d'être mauvais, et maintenant, tu paies le prix de ce choix.
Ce furent les dernières paroles qu'Edmund Greyfield entendit avant que la chaleur et la déshydratation ne mettent vite fin à sa vie. L'aube du 25 juin 1716 révéla une scène qui entrait à jamais ceux qui la découvriraient. Lorsque les autres esclaves du domaine commencèrent leur tâche matinale, ils trouvèrent 14 cadavres calcinés disposés en cercle parfait autour de la grande fournaise de la cuisine du domaine Greyfield. Les corps, méconnaissables, n'étaient plus que des coquilles noircies après 18 heures d'exposition à la chaleur extrême. Esperanza de Lima fut retrouvée assise calmement à la table, aiguisant lentement des couteaux de découpe tout en fredonnant une mélodie étrange que personne ne reconnut. Elle ne montrait aucun signe d'épuisement ni de détresse, malgré l'un des actes de vengeance les plus méticuleux et terrifiants de l'histoire coloniale américaine. Lorsque les contremaîtres blancs de la plantation arrivèrent pour enquêter, ils furent confrontés à une scène défiant toute logique de leur prétendu ordre naturel. 14 des hommes les plus puissants de la colonie avaient donc été tués par une seule femme esclave qui les avait tous maîtrisés et soumis à une torture d'une cruauté inimaginable. Les implications étaient terrifiantes. Si une seule esclave pouvait infliger un tel désastre, que se passerait-il si d'autres esclaves commençaient à s'organiser? L'impact psychologique sur la population blanche fut immédiat et profond. Pour la première fois, ils commencèrent à craindre ceux qu'ils avaient réduits en esclavage. La nouvelle du massacre se répandit dans toute la colonie en quelques jours, portée par des messagers envoyés pour prévenir les familles et les associés des victimes. Mais les autorités coloniales furent confrontées à un dilemme. D'un côté, elles devaient démontrer que toute rébellion d'esclaves serait punie avec une brutalité exemplaire. Le système tout entier reposait sur la croyance que la résistance était inutile et que la domination blanche était absolue. D'un autre côté, elles devaient empêcher la diffusion des détails de l'affaire. Si d'autres esclaves apprenaient qu'une seule femme avait réussi à tuer 14 maîtres armés uniquement de patience, d'intelligence et de détermination, les conséquences pourraient être catastrophiques pour l'économie coloniale. Le gouverneur Robert Johnson convoqua une session d'urgence du Conseil colonial pour discuter de la crise. Après 3 jours de débats acharnés, ils prirent une décision visant à préserver la stabilité politique plutôt que la justice publique. Les archives officielles du massacre de Greyfield furent scellées par ordre du gouverneur et enfermées dans les archives de Charleston, interdites d'accès pour 50 ans. Les familles furent informées que leurs proches étaient morts dans un incendie accidentel ayant ravagé la cuisine du domaine pendant une réunion d'affaires. Aucune mention ne fut faite du rôle d'Esperanza. Le sort de celle-ci posait un problème encore plus complexe. L'exécuter publiquement exigerait d'expliquer ses crimes, répandant ainsi les détails que les autorités voulaient de taire. Mais la laisser en vie enverrait le message que la rébellion pouvait triompher sans conséquence. La solution trouvée fut aussi cruelle qu'efficace politiquement. Esperanza fut condamné à être vendu à un marchand espagnol spécialisé dans la fourniture d'esclaves pour les mines d'argent d'Amérique du Sud. Une sentence universellement reconnue comme une mort différée. Les conditions de travail y étaient si inhumaines que les esclaves n'y survivaient guère plus de 2 ans avant de succomber à l'épuisement, aux maladies ou aux accidents. Mais même cette sentence comportait un risque. Si Esperanza survivait assez longtemps pour raconter son histoire, elle pourrait devenir un symbole de résistance victorieuse, capable d'inspirer d'autres révoltes. Les autorités coloniales résolurent ce problème en s'assurant qu'Esperanza ne parviendrait jamais vivante jusqu'aux mines espagnoles. Le 15 juillet 1716, exactement 3 semaines après le massacre de Greyfield, Esperanza de Lima fut embarqué à bord d'un navire marchand espagnol nommé Santa Isabella à destination de Carthagène. Le capitaine du navire avait reçu des instructions secrètes, s'assurer qu'elle ne survive pas à la traversée tout en faisant passer sa mort pour accidentelle. La Santa Isabella quitta le port de Charleston à la marée du soir,
transportant 43 autres esclaves, en plus d'Esperanza. D'après le journal officiel du navire, elle mourut de fièvre au 3e jour du voyage et fut enterrée en mer, conformément aux pratiques maritimes en vigueur. Mais des rumeurs circulaient. Certains esclaves survivants du domaine de Greyfield affirmissent qu'Esperanza avait parlé de plans de secours, d'alliés dans les territoires espagnols, prêts à l'aider à s'échapper si elle survivait à la traversée. D'autres murmuraient qu'on l'avait vue converser avec des marins noirs libres dans le port de Charleston, peut-être pour organiser une aide pendant le voyage. Plus encore, plusieurs esclaves rapportèrent qu'Esperanza avait passé ses dernières semaines au domaine à enseigner aux domestiques les herbes médicinales, l'anatomie, les faiblesses de leurs maîtres et les vulnérabilités du système des plantations. La justice brûle plus lentement que le charbon, leur disait-elle, mais elle brûle complètement. Le feu que j'ai allumé se répandra dans d'autres cuisines, d'autres plantations, chez d'autres maîtres qui se croient à l'abri. Impossible de vérifier la véracité de ces rumeurs. Les autorités coloniales dispersèrent rapidement les esclaves survivants du domaine de Greyfield, les vendant à différentes plantations de la région pour empêcher toute coordination de leurs récits ou de leurs actions. Mais les dégâts psychologiques étaient déjà faits. Dans les mois qui suivirent le massacre de Greyfield, une vague d'agitation traversa les communautés d'esclaves de Caroline du Sud. Il n'y eut pas d'autres tueries massives comme l'exécution méthodique des membres du Conseil du Riz par Esperanza, mais les propriétaires de plantations signalèrent une série d'incidents inédits, suggérant une résistance organisée. Des incendies de cuisine détruisirent plusieurs maisons sous des circonstances suspectes. Du bétail de valeur mourut mystérieusement après avoir ingéré une nourriture peut-être empoisonnée. Des contremaîtres blancs eurent d'étranges accidents, toujours au moment où ils étaient le plus vulnérables. Des outils et des armes disparurent pour réapparaître quelques jours plus tard, à des endroits laissant deviner la participation d'esclaves. Plus inquiétant encore pour les autorités, les esclaves commencèrent à démontrer une connaissance intime des habitudes, affaires et relations familiales de leurs maîtres, bien au-delà de ce que leurs tâches auraient dû leur permettre. On eût dit qu'un réseau de renseignements s'était développé à travers le système des plantations, faisant circuler les informations librement entre des domaines jusque-là isolés. L'impact psychologique sur la population blanche fut profond et durable. Les propriétaires, autrefois confiants, se mirent à se déplacer avec des gardes armés, évitant toute routine prévisible. Des réunions mensuelles, piliers du Conseil du Riz, furent suspendus indéfiniment. Nul ne voulait plus s'exposer en groupe à d'éventuelles représailles. Certains propriétaires commencèrent à mieux traiter leurs esclaves, non par réveil moral, mais par peur. Si les esclaves pouvaient y planifier et exécuter des actions aussi sophistiquées que celles d'Esperanza, il valait peut-être mieux garantir leur loyauté par un peu plus d'humanité. D'autres, au contraire, réagirent par la terreur, imposant des punitions plus sévères encore. Ces plantations virent augmenter les tentatives de fuite, les ralentissements de travail et les accidents suspects, preuve que leur stratégie se retournait contre eux. Le gouvernement colonial réagit en adoptant de nouvelles lois, limitation des déplacements, interdiction de rassemblement de plus de 3 esclaves sans supervision blanche, sanctions sévères pour tout esclave surpris avec un outil pouvant servir d'arme. Mais ces lois, difficiles à appliquer dans un système de plantation dispersé, encouragèrent en réalité des formes de résistance plus subtiles, désormais souterraines. Le plus significatif fut sans doute la diffusion du nom d'Esperanza de Lima dans les réseaux de Noirs libres, de relais clandestins et de Blancs abolitionnistes. Son nom devint un symbole de résistance, inspirant d'autres rébellions à travers les colonies américaines. Les historiens débattirent de plus tard. Le massacre de Greyfield fut-il un acte isolé de vengeance ou le point de départ d'une résistance organisée qui contribua à l'effondrement du système des plantations? Les archives de coloniales, scellées, rendaient toute conclusion définitive impossible, mais les indices circonstanciels suggéraient donc qu'Esperanza avait inspiré d'autres soulèvements dans le Sud. En 1739, 23 ans après le massacre,
éclata en Caroline du Sud la rébellion de Stono, la plus grande insurrection d'esclaves de l'époque coloniale. Même si le lien direct avec Esperanza n'a jamais été prouvé, plusieurs meneurs provenaient l'arme de plantation associés comme au réseau du Conseil du riz. La révolte fut réprimée, mais elle prouva que l'impact psychologique du massacre de Greyfield perdurait. Les esclaves avaient vite compris que leur maître n'était pas invincible, que la planification pouvait vaincre la supériorité des armes et que la résistance pouvait réussir même contre toute attente. Avec le temps et la Révolution américaine, l'histoire d'Esperanza de Lima entra dans la tradition orale des communautés esclaves, soutenant leur courage à travers les générations. Les parents racontaient à leurs enfants l'histoire de la femme qui avait fait payer 14 maîtres pour leurs crimes. Les jeunes esclaves apprenaient que la résistance était possible, que l'intelligence et la patience pouvaient y surpasser la force et que la justice, même lente, finirait par triompher. Les archives scellées de Charleston restèrent de fermer 50 ans, comme l'avait ordonné le gouverneur Johnson. Lorsqu'elles furent enfin ouvertes, en 1766, les colonies américaines étaient en plein bouleversement politique vers l'indépendance. Le massacre de Greyfield fut éclipsé par ces événements, mais son héritage contribua à éveiller les consciences. L'esclavage portait en lui les germes de sa propre destruction. Quand la Constitution des États-Unis fut ratifiée en 1788, le système des plantations, autrefois perçu comme éternel, montrait déjà des fissures internes. Savoir que les esclaves pouvaient s'organiser, planifier et résister avait transformé la relation entre maître et esclave. Les maîtres n'avaient plus la même certitude de leur pouvoir absolu. Les esclaves n'avaient non plus la même conviction de leur impuissance. Dans ce basculement psychologique se trouvait le commencement de la fin de l'esclavage américain. Les années suivantes virent de surgir des murmures inattendus. Un clerc espagnol, dans son journal de bord, lors d'un voyage vers Carthagène en 1716, relata une conversation extraordinaire avec une femme parlant portugais, secrètement transférée de la Santa Isabella lors d'une escale à La Havane. Selon son récit, cette femme parlait avec une intelligence remarquable du système des plantations en Caroline du Sud, décrivant avec précision les faiblesses des propriétaires. Elle affirmait avoir orchestré ce qu'elle appelait la première leçon, mais que ce ne serait pas la dernière. Le feu qui a commencé dans une cuisine, aurait-elle dit, se propagera à beaucoup d'autres. Les leçons que j'ai apprises en observant les maîtres dans leur œuvre du mal sont maintenant enseignées à de nouveaux élèves. Qu'il s'agisse vraiment d'Esperanza de Lima ne fut jamais confirmé, mais les archives de la Floride espagnole commencèrent à signaler l'arrivée d'esclaves évadés dotés d'une connaissance étonnamment précise du fonctionnement des plantations britanniques. Ces réfugiés semblaient avoir accès à un réseau de renseignements qui s'étendait bien au-delà de ce que les fugitifs individuels auraient dû connaître. Plus inquiétant pour les autorités coloniales, des rapports commencèrent à filtrer depuis les territoires espagnols décrivant des communautés d'anciens esclaves qui soutenaient activement les tentatives d'évasion et les activités de résistance dans les colonies britanniques. Des lettres interceptées par les fonctionnaires de coloniaux contenaient des instructions détaillées pour identifier des contacts sympathisants, éviter les routes de patrouille et exploiter les vulnérabilités psychologiques des propriétaires de plantations qui étaient devenus négligents dans leur confiance. En 1720, seulement 4 ans après le massacre de Greyfield, le gouvernement colonial fut contraint de reconnaître que la résistance des esclaves avait évolué au-delà des simples tentatives d'évasion individuelle pour atteindre quelque chose qui s'apparentait à une guerre organisée. Les propriétaires de plantations à travers la Caroline du Sud commencèrent à signaler des incidents coordonnés, suggérant une planification systématique et la collecte de renseignements. Des incendies de cuisine détruisirent plusieurs maisons de plantation dans des circonstances défiant toute explication naturelle. Le bétail précieux mourait mystérieusement après avoir consommé des aliments qui semblaient avoir été délibérément empoisonnés. Les surveillants blancs subirent des accidents mortels au moment où ils étaient les plus isolés et vulnérables.
Le plus troublant de tout, c'est que les esclaves commencèrent à démontrer une connaissance des habitudes personnelles de leur maître, de ses relations d'affaires et de ses secrets familiaux, bien au-delà de ce que leurs tâches assignées auraient dû révéler. C'était comme si un réseau invisible s'était développé à travers tout le système de plantation, avec des informations circulant librement entre des propriétés qui avaient auparavant été isolées les unes des autres. La transformation psychologique fut profonde et durable. Les propriétaires de plantations qui se déplaçaient dans leurs propriétés avec arrogance se déplaçaient désormais avec des escortes armées et évitaient les routines prévisibles. Les réunions mensuelles, qui avaient été centrales pour la coordination du Conseil du riz, furent suspendues définitivement. Comme personne ne voulait devenir une cible attrayante pour une vengeance coordonnée, certains maîtres commencèrent à modifier leur traitement des esclaves, non par réveil moral, mais par peur pratique. Si leur propriété humaine était capable de la planification et de l'exécution sophistiquée qui avait détruit le Conseil du riz, alors maintenir leur loyauté par des conditions légèrement meilleures pouvait être un investissement judicieux pour leur survie personnelle. Mais d'autres propriétaires de plantations répondirent ni par une brutalité accrue, mettant en œuvre des punitions plus sévères et des contrôles plus restrictifs dans des tentatives désespérées de terroriser leurs esclaves en les soumettant totalement. Ces plantations connurent des taux plus élevés d'accidents mystérieux, de ralentissement du travail et de tentatives d'évasion, suggérant que leur stratégie produisait l'effet inverse. Le gouvernement colonial imposa de nouvelles lois restreignant les déplacements des esclaves, interdisant les rassemblements et imposant des sanctions sévères pour tout esclave trouvé avec des armes potentielles. Mais ces règlements étaient difficiles à faire respecter dans le système de plantation dispersé, et ils ont peut-être en réalité encouragé des formes plus sophistiquées d'organisation souterraine. Au fil des décennies, l'histoire d'Esperanza de Lima s'intégra dans le tissu de la résistance des esclaves à travers les colonies américaines. Les parents murmuraient à leurs enfants l'histoire de la femme qui avait fait payer 14 maîtres pour leur cruauté. Les jeunes esclaves apprirent donc que leur maître n'était pas invulnérable, qu'une planification soigneuse pouvait surpasser des nombres et des armes supérieures, et que la justice, même si elle était retardée, finirait par arriver. Les archives de scellés de Charleston restèrent verrouillées, comme l'avait ordonné le gouverneur Johnson, mais la vérité s'était déjà échappée par d'autres canaux. Chaque communauté d'esclaves connaissait les faits essentiels. Une femme, armée uniquement de son intelligence et de sa détermination, avait tué 14 des hommes les plus puissants de la colonie et avait survécu pour échapper à leur justice. Que Esperanza ait réellement survécu pour continuer son œuvre en Floride espagnole, ou que les rapports sur ses activités ultérieures soient des légendes créées pour inspirer l'espoir chez les désespérés, devint moins important que l'impact psychologique de son histoire. Les maîtres n'étaient plus confiants dans leur pouvoir absolu. Les esclaves n'étaient plus convaincus de leur impuissance absolue. Et dans ce changement fondamental de l'équilibre psychologique résidaient les germes de tout ce qui allait suivre. Les mouvements de résistance croissants, les réseaux du chemin de fer clandestin, les rébellions persistantes qui contribueraient finalement à la destruction de l'ensemble du système de plantation. La cuisine du domaine Greyfield resta vide pendant 66 ans après cette nuit de reckoning, tombant progressivement en ruine alors que les propriétaires suivants trouvaient le bâtiment impossible à occuper. Les esclaves locaux refusaient de travailler dans la pièce où Esperanza avait démontré ce qu'il advient aux maîtres qui poussent leur propriété humaine au-delà de l'endurance. Finalement, toute la structure fut démolie et le terrain laissé à la nature. Mais la leçon demeura, transmise de génération en génération dans les familles d'esclaves, qui comprenaient que ceux qui choisissent de traiter d'autres êtres humains comme des biens le font à leur propre risque. La propriété peut penser, la propriété peut planifier, la propriété peut tout se souvenir. Et parfois, lorsqu'elle s'est poussée au-delà des limites de l'endurance humaine,
La propriété riposte. La justice brûle plus lentement que le charbon, mais elle brûle complètement. Que pensez-vous de cette éparte histoire? Croyez-vous que tout a été révélé? Ou y a-t-il encore des secrets enterrés dans les archives de l'histoire sombre de notre nation? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce récit remarquable de résistance et de vengeance. Si vous avez apprécié ce voyage dans le passé caché de l'Amérique et souhaitez plus d'histoires révélant la vérité derrière les histoires officielles, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie la puissance des récits méconnus. L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais parfois, les voix des victimes trouvent un moyen de se faire entendre à travers les siècles. À bientôt dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les sombres secrets qui ont façonné notre nation.